Bonsoir, nous allons commencer par une lecture de texte. Je suis très heureuse de vous revoir. Enfin, je ne vous vois pas très bien, mais je suis très heureuse que vous soyez là. Je vous sens. Je suis la braise d'une terre brûlée d'espérance, une zébrure d'ombre et de lumière, une cruche de lait frais, de miel, de rage, de rêves effeuillés. Je suis le parfum de frangipanier en fleurs sur le quai du métro du 17h. Je suis la note clouée dans une gorge créole. Je suis la larme salée de l'immigré. Je suis le cou haut et droit de l'exil. Une rébellion silencieuse en veille au coin de l'œil des serveuses de gare. Je suis ce pagne noué à la hâte dans la frénésie de l'aurore, le rire aux éclats des enfants dans les longs bras du Tanganyika. Je suis l'élégance des femmes de Fota, la lave du Nyiragongo, les lèvres bleutées du Nil, le silence des sages, la rage des oubliés. Je suis le crépuscule de ce monde et le matin du prochain. Je vous observe depuis la nuit des temps. Je vous sais. Vos ombres ont perdu le lustre du secret. Je suis nation, je suis monde, je suis état, de corps, de cœur, d'esprit. Je suis poète et poème. Ma force ne se proclame pas, elle se vit. Mon front porte les secrets d'autrefois, l'assurance calme de celle qui donne couleur au monde, celle qui en enfante un autre, celle qui recouse celui-ci de ses décombres. Je fleuris l'air et le granit sous mes pieds d'une fièvre nouvelle, ancienne, éternelle. Elle se passe silencieusement la main, elle engendre déjà demain. Iwachu. Sous la braise des hivers algonquins, tes champs de thé renaissent. L'odeur de tes pluies, chaudes et ambrées, parfume la neige du matin. Tu t'approches et enlaces mes reins. Tout s'efface, tout s'estompe. Il ne reste que nous deux au monde, toi et moi, terre émeraude. Il paraît. Il paraît que la paix est revenue. Il paraît qu'aujourd'hui on peut danser jusqu'à l'aube, que les collines et les boîtes de nuit refleurissent, qu'elles accueillent leurs enfants, ivres de songes, de bière brune et blonde. Il paraît qu'aujourd'hui on est libre, mais qu'il ne faut pas dire grand-chose. Il paraît qu'on peut être riche, se faire un tas d'argent. Il paraît que les choses avancent, mais que la faim creuse toujours les ventres. Il paraît que la paix est là. Je te cherche. Tu n'es toujours pas là. Murmure d'érable. Le ciel est à l'heure bleue. Je suis restée longtemps au bord de la rivière. Elle voulait parler, être écoutée. Je n'ai pas discuté. Les feuilles d'érable prennent le teint de cuivre. Elles me rappellent la douceur de mes terres latérites, l'absence de leur parfum. Je préfère l'automne au charme et à la fougue de l'été. L'été au Grand Nord est d'une beauté jeune et simple. Il lui manque du relief, l'énigme de l'âge, la sensualité d'une vie éprouvée. J'aime l'automne, son mystère, sa gravité. Elle séduit avec l'assurance calme et raffinée d'un homme mûr. C'est une si belle saison pour une longue marche à deux. Ici, au bord des trois rivières qui s'embrassent pour n'en faire plus qu'une, ici où la solitude tord mes draps, j'ai goûté au plaisir inouï d'une femme qui marche seule. J'ai choisi la liberté à l'amour. Un choix impossible. Mais tu es une femme, je sais que tu me comprends. L'amour possède, même à son insu. Aujourd'hui, mon être aspire à l'immense grâce que seule la solitude offre à celle qui erre entre deux mondes. Il n'y aura pas de marche à deux.
Kérosène. Vous avez mis le feu à nos rêves, barricadé nos quartiers, brûlé les eucalyptus, ensanglanté les bougainvilliers. Nos espérances sentent le kérosène. Les tambours se glacent à l'effroi de votre vue. Le soleil se couvre le visage. Il a honte de nous regarder. L'innocence a déjà fui nos yeux. Nous sommes des milliers, cloués sur le fil de l'inconnu, des épis de rage oscillant sous les spirales du vent entre espoir et démence. Vous avez beau ravager nos vies, piller notre passé, envenimer nos futurs, vous ne brûlerez pas nos âmes. 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 Nos âmes fleurissent chaque nuit sous la lueur des lunes pleines. Elles bourgeonnent de moissons de cendres, de mémoires trafiquées, d'états décapités. Nos âmes sont le chant qui ceint les entrailles du monde, la sueur perlée des damnés de la terre, la tête insoumise qui se dresse, renaît et persévère. Nos âmes sont le linceul où se tasse l'histoire et ses dernières ronces. Elles sont le cri de flamme de celles qui nous offrent au bleu des aurores folles. Nos âmes brûlent de fureur, d'amour, d'espoir, de vie. Elles vous brûleront aussi. Nos flammes rallumeront toutes les ruelles de la terre, les étoiles, la galaxie entière. Nous rallumerons ce monde et la vie tapie en lui. Vous, nous, ensemble, enfants révoltés, enfants révoltants, enfants révoltes, âmes titubantes et filantes réunies sous l'auréole de nos présents, orphelines du soleil levant. Bonsoir Ketty Nivabiandi, merci pour cette lecture. Merci et bonsoir à toutes et à tous. On a écouté des extraits, donc quelques poèmes extraits de votre recueil « Je suis un songe de liberté » qui est publié aux éditions Bruno Doucet. Et on a vu comment, en très peu de phrases, vous nous faites passer de là-bas, le Burundi que vous avez quitté, à l'ici, au Canada où vous vivez, de la violence à la douceur, du regret de ce pays à la rage de ce qu'est devenu ce pays. Et j'avoue avoir été surpris en vous écoutant de la douceur avec laquelle vous avez lu un poème comme Kérosène, où pourtant vous scandez des paroles de rage. Est-ce que l'écriture pour vous, elle se situe justement dans cette gestion de cette tension entre la colère, le recul, la rage, l'amour ? Absolument. Je crois que c'est tout le propre de l'écriture, en tout cas de mon écriture. C'est-à-dire que j'aborde toujours les sujets les plus violents avec une langue qui permet de recevoir la violence de ce que je dis. Et je trouve que lorsque la langue elle-même est violente, on n'entre pas nécessairement en contact avec ce qu'elle porte. Donc je fais un effort conscient d'équilibrer la violence avec cette douceur dont vous parlez. Mais c'est aussi un petit peu la vérité pour toute personne qui est exilée, qui a dû être immigrée, qui vit entre cette tension du déchirement et l'obligation de s'adapter, n'est-ce pas, qui demande une certaine retenue. Il y a la retenue, et justement, cette retenue, c'est peut-être ces 10 ans qui s'écoulent entre votre départ du Burundi suite à cette manifestation à laquelle vous participez et le moment où vous écrivez ce livre. Pourquoi il a fallu ce temps? Qu'est-ce qui s'est passé dans ces 10 ans pour infuser et pour écrire « Je suis un songe de liberté » ? Eh bien, c'est d'abord passé le fait que je ne parvenais pas à écrire. Donc j'ai quitté mon pays, le Burundi, en 2015, à la suite de grandes violences et contre lesquelles je m'étais dressée
et pas seule, avec des centaines de femmes. Et donc j'ai été un petit peu, je me suis retrouvée expulsée et je me suis retrouvée sur cette terre canadienne où j'étais exilée. Il m'a fallu beaucoup de temps pour vivre ce deuil qu'est l'exil. Je ne parvenais pas à écrire parce que l'écriture est un endroit tellement vrai pour moi et je ne pouvais pas me permettre de me regarder comme ça, dans le miroir, en plein, dans un élan de survie en fait. Je suis maman de deux petites filles avec lesquelles j'ai fui, donc j'étais plutôt dans une logique de survie, tenir pour mes filles, tenir pour mon pays, pour continuer le combat que j'ai continué là-bas. Et la poésie demande d'être nue. L'écriture nous demande d'être nue, nous demande d'ouvrir notre sensibilité, d'ouvrir les bras. Et je ne pouvais pas, parce que justement, j'étais encore en mode de combat. Et puis, il y avait aussi un aspect de désillusion. Pourquoi écrire? Que dire? L'impossibilité aussi d'écrire. Que dire quand on a tant perdu, quand il y a tant de colère, quand il y a tant de désillusion, quand il y a tant de choses qui nous déchirent intérieurement? Comment trouver les mots? Y a-t-il des mots? Y a-t-il une langue qui puisse exprimer ça? Ça aussi, ça a été un questionnement intérieur. Mais tout doucement, comme je l'ai dit, la poésie m'a soignée. Donc, petit à petit, des textes sont sortis, un à un, tout doucement. Et voilà. Donc ça, c'est le produit de tout ce cheminement et de cette forme. C'est une forme de guérison aussi. C'est un témoignage. C'est aussi un acte de résistance. Dire, mais non, on écrira toujours, même lorsque c'est impossible. C'est justement à ce moment-là, je crois que c'est Toni Morrison qui dit que c'est à ce moment-là où les choses sont très dures qu'il faut justement écrire. Voilà. Alors il faut écrire, et ce qu'on découvre en lisant le rabat du livre, c'est qu'en 2014, vous écriviez déjà des poèmes que Bruno Doucet avait publiés dans une anthologie. Justement, qu'est-ce que vous écriviez avant l'année 2015? J'écrivais déjà sur mon pays, les déchirements qu'a vécu mon pays, parce que ceux de 2015 ne sont pas nouveaux. Mon pays a vécu une histoire très douloureuse sur plusieurs décennies. Et donc j'écrivais souvent sur ça, sur les conséquences de ces cycles de violence et d'impunité. J'écrivais beaucoup sur le genre de pays dont je rêvais, le pays dont j'ai entendu parler lorsque j'étais petite. J'avais la nostalgie d'un pays qui n'avait peut-être même jamais existé, et d'un autre pays. Et ça m'a toujours beaucoup touché, beaucoup porté. Donc j'écrivais surtout sur ces choses-là. C'était quoi ce pays qui n'a jamais existé? C'était les rêves de vos parents, de vos aînés? L'indépendance? Alors, oui, j'ai toujours été fascinée par l'histoire. J'ai bien sûr entendu parler c'est le rêve de toutes les personnes, c'est ce rêve d'une Afrique précoloniale, en fait, qu'on idéalise parfois un peu trop. Mais je viens d'un pays qui est un des 2 ou 3 pays les plus anciens d'Afrique, dont les frontières existent depuis au moins 4 siècles ou plus. Donc un pays avec une histoire très très riche, avec une littérature orale extraordinaire, notamment la poésie. Un pays avec des repères et un ancrage très profond. Et ça, je l'ai senti depuis que j'étais toute petite, et j'étais attachée à ce Burundi-là, que je sentais, que je percevais autour de moi, en écoutant bien sûr les personnes de ma famille en parler. Et j'ai toujours cherché ce Burundi-là. J'ai toujours cherché, je crois que je le cherchais même en 2015. Et c'est une quête que je continue. Donc il y a un songe de liberté, mais il y a peut-être un songe d'un Burundi auquel j'aspire et je désire. Cette terre émeraude, c'est comme ça que vous l'appelez, qui vient vous voir, alors même que vous êtes au Canada et que vous regardez les feuilles d'automne. On voit comme ça dans vos poèmes comment les images se transposent et fusionnent.
Être ailleurs, finalement, ça vous permet peut-être d'accéder encore plus à ce pays. Oui, 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 oui. On désire toujours plus que ce qui est loin de soi. Donc, j'ai toujours profondément aimé apprécier mon pays, mais encore plus en étant loin de lui. Ça m'a permis de mieux le regarder, de mieux le sentir, parce qu'il m'habite, il est en moi partout où je suis. Et je sais que lorsque je suis au bord de la rivière d'Ottawa, je me sens comme en étant au bord du lac Tanganyika. Et j'ai vraiment la sensation d'être chez moi. C'est dans la nature canadienne qui est extraordinaire, qui est d'une beauté époustouflante, que je me suis sentie le plus proche de mon pays. Oui. Les femmes sont donc centrales dans ce livre qui effectivement ne parle pas que de vous, mais qui rend hommage à toutes les femmes qui ont milité à vos côtés et à celles qui sont disparues aussi. On entendra peut-être tout à l'heure plus parler de Christa dans les poèmes que vous lirez ensuite. Mais est-ce que vous pouvez justement nous parler de cette femme qui se détache comme ça dans ce flot de manifestantes et qui a une place particulière dans ce livre ? Oui, Christa, Christa Bénigne Irakoze. Je suis très heureuse de pouvoir dire son nom, de faire en sorte, je l'espère, que vous tous ne l'oublierez pas une fois que vous rentrerez chez vous. Christa est une femme que j'ai rencontrée en organisant ces manifestations de femmes en 2015 contre un troisième mandat illégal qui était brigué par le président de la République à l'époque. Donc je rencontre cette femme, enfin on avait essayé de mobiliser plusieurs femmes pour préparer cette manifestation. Et c'est une femme petite, forte, qui était déjà en tenue de sport. Et elle m'a tout de suite interpellée parce que nous étions dans un état, dans une situation, un contexte politique extrêmement tendu. Et les autres femmes à qui j'essaie de parler de cette manifestation étaient terrifiées. Et Christa ne l'était pas du tout. Elle était absolument prête. Et elle m'a dit tout de suite, donne-moi l'heure, le rendez-vous, voici mon numéro de téléphone. Je vais mobiliser les femmes du Bujumbura rural. Elle habitait dans les collines qui surplombaient Bujumbura, dans des quartiers beaucoup plus défavorisés que la capitale. Mais elle était d'une énergie extraordinaire. Et donc, nous avons échangé nos numéros, on s'est parlé plusieurs fois. Et le jour de la grande manifestation en question, elle m'a appelée le matin en me disant « Je ne pense pas que je vais pouvoir venir parce qu'il y a des barrages policiers partout, on nous arrête, je ne pense pas qu'on va pouvoir arriver au centre de la ville. » Et je lui ai dit « S'il te plaît, ne force pas, hein, restez là où vous êtes. » Puis elle m'a dit « J'essaierai, je te dirai. » Et quelques heures plus tard, donc je me retrouve sur la place de l'Indépendance à Bujumbura, en plein sous les tirs et les canons à eau des policiers. Et je me retourne et je vois Christa. Et donc nous sommes serrés dans les bras comme deux sœurs retrouvées depuis des années. C'était extraordinaire. Et c'est la dernière fois que je l'ai vue. Puisque quelques jours plus tard, j'ai dû fuir mon pays, le Burundi, après un coup d'État raté. Et j'étais en danger, donc je ne l'ai plus revu. Et des mois plus tard, je vais apprendre que, comme ça, sur mon téléphone, chaque jour, il y avait des messages qui défilaient avec des personnes qui avaient été retrouvées assassinées ou dont les cadavres avaient été retrouvés. Et j'apprends donc que Christa fait partie de ces personnes disparues, qu'elle aurait été violée, torturée jusqu'à en mourir, et qu'elle reste introuvable depuis. Et c'est quelque chose qui cette nouvelle m'a vraiment profondément bouleversée, m'a fait réfléchir sur le coût humain de l'engagement. Je me suis sentie très responsable. J'étais vraiment terrassée par cette nouvelle pendant de longs mois, je pense même des années. Et il est très important pour moi de faire en sorte, autant que possible, que ces voix-là, ces personnes, ces noms qui
tombe un petit peu dans l'oubli, même pas un petit peu, beaucoup, hein, et délibérément, justement, reste connu, et de lui rendre hommage. Donc je voulais aussi, à travers ce texte, rendre un hommage vibrant à Christa, mais aussi à toutes ces femmes qui se sont battues, qui se sont levées, dressées dans une société où traditionnellement la femme n'a pas une place prédominante. La femme, d'ailleurs, dans la tradition, n'a pas droit à la parole publique. Et ces femmes qui ont osé, donc j'ai voulu leur rendre hommage, celles qui sont mortes, celles qui ont été assassinées, celles qui restent vivantes, celles qui sont réfugiées un peu partout dans le monde, et puis celles qui restent au pays, mais qui peut-être ne peuvent pas s'exprimer. Je me suis dit que c'est la moindre des choses, pour quelqu'un qui suis libre comme moi, de pouvoir leur rendre image et de faire en sorte que les voix des femmes ne soient pas oubliées. Et oui, parce que quand on vous lit, on se rend compte à quel point on ne décrit pas beaucoup ces femmes dans les manifestations et dans les luttes, pas seulement en Afrique, mais notamment en Afrique. Dans les images même qu'on voit à la télévision, dans les reportages, on ne les voit pas. Et d'ailleurs, il y a ce moment où vous décrivez qu'on voit essentiellement des jeunes hommes et voilà, il s'agit de faire partie aussi de la lutte. Et il y a déjà cette peur justement qu'on ne comptera pas, qu'on sera effacé, comme si vous en avez conscience aussi déjà à ce moment-là. Justement, pour écrire ces corps de femmes en lutte que vous décrivez si bien, quelles ont été vos inspirations? Est-ce que vous aviez conscience que vous veniez apporter comme ça une image nouvelle, des mots nouveaux dans la poésie? Pas tout de suite. Le premier élan était vraiment un élan primaire, mais je m'en suis très vite rendu compte, puisque même dans les luttes, dans l'histoire des luttes d'indépendance du continent africain, qui ont toujours été menées, en tout cas soutenues et parfois menées par des femmes, on entend très peu parler de cette lutte-là. Et j'en étais assez consciente. Je sais que c'est le cas aussi un peu partout dans le monde, que c'est très facile de mettre en avant les héros masculins et d'oublier les luttes individuelles et surtout collectives des femmes qui se passent un peu partout dans le monde. Donc c'est un petit peu aussi un effort féministe de ma part de faire en sorte que ces voix-là, ces luttes-là soient entendues, mais entendues aussi dans une voix féminine. Ça aussi qui est important. Donc c'est un effort aussi assez délibéré. Oui, j'en suis consciente, absolument. Et l'acte de prise de parole est aussi celui-là. C'est vraiment de faire en sorte que de ne pas répéter l'histoire du silence des femmes. Il y a aussi dans le recueil, alors un poème que vous ne lirez pas, qui s'appelle Istanbul, ville qui vous a inspiré, et on sait combien cette ville est magique, une ville entre deux continents. Et d'ailleurs, quand on lit votre biographie, on voit que voilà, vous avez grandi à Bujumbura, mais vous êtes allé vivre en France, au Kenya. Déjà, dans votre trajectoire, l'idée d'être entre plusieurs mondes, entre plusieurs continents était présente. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre éveil à la poésie, comment il s'est fait? Donc avant 2014, avant même, voilà, vous étiez déjà dans votre vingtaine, mais avant ça, peut-être déjà enfant, la poésie avait une place? La littérature a toujours eu une place très importante. J'ai toujours eu la sensation d'osciller entre deux mondes, donc en ayant une vie intérieure très très forte et que je n'arrivais pas nécessairement à traduire. Les livres sont devenus mon lieu de refuge déjà très très jeune. Et j'ai commencé à écrire, pas nécessairement de la poésie, mais j'écrivais, je me rappelle, adolescente, évidemment, j'avais tous mes journaux intimes avec des clés auxquelles il fallait surtout pas toucher. Et je me rappelle aussi d'écrire beaucoup, j'écrivais beaucoup des lettres à mes amis, de longues lettres, et j'avais beaucoup de retours de ces amis-là qui me disaient, mais vraiment, on entend une autre voix, ou on t'entend vraiment quand tu écris. Et puis, tout doucement, j'aimais beaucoup la poésie. J'ai consommé beaucoup de poésie en étant adolescente, surtout. Quels auteurs? Alors, autrices? J'ai d'abord découvert, j'étais dans un lycée français, donc j'ai principalement découvert des auteurs français.
Un poème qui m'avait beaucoup touché, par exemple La mort du loup, Alfred de Vigny. Donc j'ai d'abord connu ces classiques français-là, et puis après j'ai découvert des poèmes d'ailleurs, des poètes africains, des Caraïbes, afro-américains. Et là, ça a été une autre découverte. Mais je dirais pas nécessairement la poésie, mais vraiment l'écriture de la diaspora afrodescendante m'a énormément marquée. Je me rappelle avoir eu un vrai choc littéraire en lisant Toni Morrison au début de ma vingtaine, en disant « Ah, j'ai raté tout ça !» parce que j'ai commencé à parler anglais à ce moment-là de ma vie, et donc j'ai commencé à lire en anglais et découvrir. Je me souviens que j'ai lu Song of Solomon en anglais. J'ai compris 1/10 de ce que Toni Morrison disait, puisque mon anglais était approximatif, mais j'ai senti la puissance de la langue et la puissance de ce qu'elle disait. Et ça m'a réveillée dans mon approche à la littérature. Et je dirais que c'est ces auteurs-là qui m'ont donné la permission d'écrire vraiment. Avant ça, j'ai l'impression que tout avait déjà été dit. Et après, j'ai compris que c'est pas tellement... On ne dit rien de nouveau, mais c'est la manière dont on le dit, l'angle sous lequel on le dit, la voix singulière de chacun qui est nécessaire. Justement, parlant des langues, puisqu'on comprend que vous avez navigué au moins entre le français et l'anglais, sans doute aussi d'autres langues, comment, et puis maintenant il y a l'espace du Canada qui est encore un autre espace, comment toutes ces langues, toutes ces musiques trouvent leur place ou pas dans votre écriture? Oui, donc il y a le français, l'anglais et le kirundi, ma langue natale, bien sûr, des poussières de swahili et d'espagnol ici et là. C'est intéressant. Toutes ces langues me reviennent. Donc, j'adore les métaphores du kirundi, qui est une langue très très puissante. Le côté très direct de l'anglais. L'anglais m'a libérée. Donc, écrire en anglais et... je n'écris pas de la poésie. Je ne suis pas capable d'écrire de la poésie en anglais, mais je peux écrire autre chose. Est un terrain complètement vierge, puisque c'est ma 3e langue. Donc, c'est une langue que j'ai découvert beaucoup plus tard, et je me sens moins... je me sens beaucoup plus à l'aise, alors qu'avec le français, j'ai tous ces gros classiques et tous ces auteurs. J'ai l'impression d'avoir leurs yeux qui me... donc, je peux me défaire de tout ça avec l'anglais. Mais je pense que l'écriture, au fond, c'est justement ce qui essaie de parvenir à l'entre-deux de toutes ces langues. Tout ce qu'on ne peut pas dire en français, en anglais. Pour moi, l'écriture, c'est avant tout la traduction du silence ou de ce qu'on n'entend pas dans la langue. C'est tout ça. C'est cet élan qui rend l'écriture unique et si nécessaire. Et c'est un élan qui est maladroit, toujours. Je trouve que toute écriture, de toute façon, est déjà... Même un texte comme celui-ci est maladroit, mais l'élan est important. L'élan est... essayer de le faire, essayer de traduire ce monde sensible dans lequel on est, qui est intraduisible finalement, mais tenter de le faire, je crois que c'est ça, au fond, la beauté de ce geste humain. Alors vous parlez de monde sensible, et c'est vrai qu'on voit l'importance de la nature, de ses vibrations, de ses couleurs dans votre écriture. Est-ce que justement vous avez... un rapport particulier à la nature sous forme de balade? J'ai l'impression de vous voir vous promener quand je vous lis, ou peut-être d'autres choses que vous pratiquez, mais j'ai l'impression qu'entre la nature et vous, il y a quelque chose de fort. Il y a quelque chose de très très fort, très très fort, de charnel même, je vais dire. J'ai un attachement charnel, physique à la nature. Et oui, je marche beaucoup, je vais beaucoup en nature, c'est là où j'entends le monde, c'est là où je m'entends moi-même, c'est là où j'entends l'invisible, l'inaudible. C'est là où je me retrouve vraiment dans l'immensité
de la vie et de tout ce qui est. C'est une expérience presque mystique pour moi d'être en nature, qui me nourrit énormément. Et donc j'y vais pour me recentrer, pour me retrouver. Partout où je vais, je cherche des arbres. Et je me rappelle que lorsque avant de partir pour le Canada, je n'étais pas sûre de là où j'allais atterrir. Je me rappelle, je me disais, si seulement... Le plus important, c'est que là, où que je sois, que j'ai une fenêtre et que je puisse voir des arbres. Et c'est extraordinaire parce que partout où j'ai vécu au Canada, j'ai eu une fenêtre qui donnait sur des arbres, des érables, mais j'ai toujours eu ce cadeau-là. Et c'est fondamental pour moi. C'est absolument essentiel pour ma survie. Alors, une question un peu pratique, mais je voudrais savoir comment on compose un recueil de poèmes, surtout avec cette idée de quelque chose qui vous soigne. Est-ce que, voilà, Je suis un songe de liberté, vous avez écrit et ensuite vous avez dessiné un chemin. Est-ce que dès le départ c'était très clair, chaque poème marque un temps dans ces 10 ans? Comment on compose ce genre de recueil où, quand on le lit, on a véritablement l'impression d'avancer avec vous? C'est pas du tout le cas. Je vais révéler la cuisine interne. C'était pas du tout le cas. Les poèmes viennent, ils naissent comme ça, comme des bébés, chacun avec sa personnalité, avec son sens. Et d'ailleurs, je me suis longtemps inquiétée que tout ceci n'allait pas faire un corps commun. Et ça, c'est les encouragements de mes éditeurs qui ont senti un sens dedans. J'ai fait un effort de les rassembler, d'en éliminer quelques-uns qui n'étaient peut-être pas vraiment dans le thème. Mais le thème se dessine après un petit peu tout seul et un ordre s'impose tout doucement. Donc je crois que c'est vraiment, il faut faire confiance à l'écriture, pondre les textes, et puis après c'est la magie de l'édition et de la relecture. Il y a une trame qui se dessine et qui apparaît. Je suis très contente de savoir que pour vous, on a le sentiment d'une continuation, parce que ce n'était pas du tout le cas. Alors justement, on parlait au tout début de comment on passe de la douceur à la violence. Il y a par exemple un poème où vous parlez de l'envol d'un papillon, puis un poème où vous parlez d'armes, ce qui fait qu'on a quand même la sensation aussi que tout est assez tourmenté, puisque on peut avoir des images très apaisantes, d'autres beaucoup plus dures. Il y a aussi ce que vous racontez dans Il paraît, à savoir comment le pays continue sans vous, cette déchirure aussi peut-être et puis de se dire que le combat est oublié peut-être, en tout cas maintenant on se réjouit de richesse économique, de croissance. Voilà, on sent quand même que l'apaisement, mais tant mieux en fait, l'apaisement n'est jamais définitif parce qu'il faut rester éveillé. J'imagine que c'est exactement ça. Mais voilà, quel rapport vous entretenez avec le pays quitté? Est-ce que vous avez le sentiment que votre lutte a servi? Est-ce que c'est quelque chose qui vous apaise? Qu'est-ce que quel est le constat que vous faites de tout ça? Oui, d'ailleurs j'ai un texte qui parle de ça, où je rassure Christa que la lutte n'était pas vaine, que la lutte n'a pas été perdue, ce qui peut être la conclusion peut-être même de certaines de ces femmes qui étaient avec nous, c'est-à-dire finalement on n'a pas gagné, on n'a pas eu ce qu'on voulait. Non, je crois fondamentalement que l'effort de restaurer l'humanité, qu'il soit qu'on y arrive ou pas, donc est déjà une victoire. Et que c'est plutôt le manque de sursaut humain face à l'horreur, à la violence, etc., auquel il faut craindre. Là, par exemple, on a des flottilles qui sont en direction de Gaza, qui vont peut-être se faire arrêter, ou qui vont peut-être se faire tirer dessus,
qui vont peut-être ne pas arriver. Il y en a eu d'autres qui ne sont pas arrivés à Gaza, n'est-ce pas? Mais c'est l'effort, le geste humain qui compte. Et donc, pour moi, la vraie défaite, c'est ne pas faire preuve d'humanité. C'est de ne pas essayer. Et donc, je suis absolument convaincue que nous avons gagné et nous continuons à gagner, car nous gardons notre humanité vivante. Hein, nous continuons à la nourrir. Et j'espère que ces poèmes et ces textes vont le faire aussi dans d'autres. Je le dis aussi souvent parce que, surtout je vois ça dans la jeunesse qui est facilement désillusionnée face à l'état du monde. Que faire? Il ne reste plus rien à faire, tout est déjà... Il n'y a que catastrophe sur catastrophe. Le plus important, ce n'est pas toujours de gagner. Le plus important, c'est d'essayer, c'est de se lever et de faire ce qu'on peut, là où on est, tous les jours. C'est ça la victoire. La victoire, c'est de rester humain face à l'inhumanité. La victoire, c'est aussi ce regard souriant ce visage souriant que l'on tend toujours au monde, malgré ce qu'on a vécu. Il y a un moment donné, il y a cette image que je n'arrive pas à retrouver, mais qui est vraiment très belle. J'espère que ça fera partie de ce que vous nous lirez, mais que, voilà, malgré les échecs, la violence, présenter toujours cette... alors, peut-être pas candeur, mais en tout cas, ce visage qui veut croire et qui veut aimer et qui veut croire en son bonheur. Oui, c'est ça. Je dis à un moment que cueillir le beau est mon nouveau combat. Et j'y crois, vraiment profondément. Il nous faut garder le cœur tendre, parce que j'ai vu aussi, dans ces luttes, j'ai vu aussi combien on pouvait devenir un monstre de justice. J'ai vu combien on peut, en luttant pour un idéal, perdre aussi son humanité. Et devenir petit à petit inhumain, avec un prétexte, le prétexte étant la destination à laquelle on veut arriver. D'ailleurs, je pense dire aussi dans Frères d'armes, les tyrans d'aujourd'hui ne sont-ils pas les sauveurs de la veille? Et souvent, partout dans le monde, on voit ces individus qui arrivent en voulant sauver les populations et qui après se tournent en oppresseurs. Et donc, le combat le plus important, en tout cas je le souligne très fort, c'est vraiment celui de rester ouvert, sensible et tendre devant le monde. Et garder le cœur tendre dans un monde cruel, c'est un combat. C'est un combat. Alors merci beaucoup Ketty Niviabandi. Vous allez nous relire des poèmes et puis ensuite, je préfère vous le dire maintenant, vous pourrez retrouver la poétesse dans le hall de la Maison de la Poésie pour acheter son livre et vous le faire dédicacer. Mais maintenant, on vous écoute. Encore des poèmes. Je suis un songe de liberté. Je suis ton aube, je suis ta nuit. Je suis une poussée de fièvre, je suis un battement d'ailes. Je suis une ardeur lycéenne, je suis un cri sans fin. Je suis cette main tendue au coin d'une rue, je suis cette faim qui rend toute pensée frêle. Je suis le sommeil d'un peuple millénaire. Je suis une angoisse inexpliquée, je suis cette femme qui vient d'être aimée, une langueur qui tâtonne et guette l'aurore du fond d'une falaise, un désir, un souvenir de ce que tu fus longtemps, longtemps avant d'être ce que tu es. Je suis un songe de liberté et cette nuit, c'est de toi, terre émeraude, que j'ai rêvé. Blasphème. Le silence est mon unique langue.
La solitude, ma patrie. Cette parole est déjà blasphème. Il n'est d'autre poème que l'élan fébrile au cœur des choses, les bras tendus de l'âme vers ses demeures, le regard qui s'allonge sur les eaux du temps. Tout le reste est balbutiement. Contemplation. Non, Christa, nous n'avons pas perdu. L'acte juste n'est jamais un acte manqué. La seule victoire, digne de tout combat, est de protéger son humanité. Refuser de banaliser l'odieux, refuser la complaisance à l'injuste, au méandre, à l'indignité. La folie est d'accepter une hérésie de l'histoire. La folie aurait été de laisser faire. Déserter le front du rêve, ne plus répondre à ses appels, ne plus croire que la vie se doit d'être digne, douce et belle. Nous chanterons ton nom, nous le sauverons des silences pourpres du temps, nous érigerons des monuments pour toi et toutes celles qui eurent l'audace de croire. Nous dirons qu'il fut une fois des femmes, des voiles dignes levés dans la nuit et qu'elles lui ont survécu. Et le dernier, aux nouvelles aubes. Je ne suis pas partie, Christa. Je suis là, sous l'eau des rizières, au bord de nos espoirs fous, dans ces rides lumineuses qui creusent nos visages vieux de songes et de révolutions, entre ce passé qui refuse de passer et nos lendemains qui n'arrivent pas. De l'autre côté des eaux troubles, Babylone se tord, les vieux empires s'effondrent. Les nouveaux poètes sont d'une fureur assassine. Mais toi et moi savons que les plus beaux poèmes ne s'écrivent pas. Je leur raconte l'histoire de nos mains tisserandes, nos filets d'or tendus sur les décombres. Oui, la beauté éclot encore au creux des cendres. Je ne suis pas partie, Christa. Je suis là, tout près de toi, pieds nus sur les sables mouvants, les yeux salés de nos luttes, sentinelles de nouvelles aubes, les paupières lourdes, la lassitude me ronge, mais pour toi, je résiste la nuit. Résister, n'est-ce pas veiller sur la tendresse du monde? Je ne suis pas partie, Christa. Je suis là. Je suis là. Merci.